Bon, à part si vous habitez dans une grotte, je suis certain que vous entendez beaucoup parler de Donald Trump ces derniers temps. President Donald Trump. Envers Donald Trump. Stiamo parlando di Donald Trump. À la fois manipulateur et fin négociateur, le milliardaire à la personnalité hors du commun fait trembler le monde entier. À tel point qu'on s'intéresse à la politique ou non, Donald Trump est le genre de personne qu'on ne peut qu'aimer ou détester. Mais à presque 80 ans, vous pensez bien que Donald Trump n'est pas devenu président des États-Unis en un soir. Non, son ascension est avant tout le fruit d'une rencontre dans un restaurant new-yorkais. Alors, qui est Roy Cohn, cet avocat tant adoré que détesté qui a permis à Trump de devenir l'un des hommes les plus puissants du monde? Chasseur de communistes, rival de Robert Kennedy, avocat de la mafia. Je vais tout vous raconter. Salut à tous, c'est Alex. Tous les soirs, du lundi au jeudi, je vous propose un nouveau récit passionnant sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. C'est parti. New York, 1927. La ville est bouillonnante d'énergie. Le krach boursier est à quelques années de nous. Non, c'est encore les Roaring Twenties. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis s'imposent toujours plus comme la plus grande puissance du monde. Les immigrants des 4 coins du globe rêvent d'apercevoir la Statue de la Liberté et d'eux aussi vivre leur rêve américain. C'est en 1927 que naît Roy Marcus Cohn à New York. Sa famille est juive, une communauté qui s'agrandit toujours plus dans la grosse pomme. Fuyant les persécutions d'Europe, les immigrés juifs ashkénazes s'entassent dans les quartiers insalubres de la ville. En 1920, presque 30% de la population de New York était juive. Mais attention, Roy Cohn ne grandit pas dans un appartement surchargé du Lower East Side. Non. Il passe son enfance dans une famille aisée bien nichée dans les quartiers chics new-yorkais. D'un père juge et d'une mère héritière hyper protectrice, Roy est frêle, mal dans sa peau. Et pour aggraver le tout, une cicatrice lui fend le visage à cause d'une opération pédiatrique ratée. Quand je vous dis que sa mère ne le lâche pas d'une semelle, c'est vraiment quasi maladif. Un jour, le père de Roy insiste pour que le fiston aille dans une colonie de vacances d'été. Du coup, sa mère loue une maison juste à côté pour épier Roy jour et nuit. Normal quoi, une vraie mère juive. En public, Roy Cohn est timide et manque totalement de confiance en soi. Sa mère, c'est son seul point d'attache. Et les amis, il en a pas beaucoup. Mais voilà, Cohn n'est pas du genre à se laisser abattre. Il jure depuis tout petit qu'il rendra coup pour coup à qui voudra un jour se mettre en travers de son chemin. Et croyez-moi qu'il allait mettre ses menaces à exécution. Se croyant déjà tout puissant, il claque sa serviette au restaurant pour appeler le serveur, ou fera même pression à 16 ans sur des policiers pour faire sauter des contraventions de stationnement. Autant vous dire que déjà à l'adolescence, Roy Cohn a les yeux plus gros que le ventre. Après des études plutôt moyennes, il arrive quand même à se faire une place à l'université Columbia. On peut croire que les connexions de papa ont bien aidé quand même. Le droit le passionne, mais pour les mauvaises raisons. S'il veut connaître toutes les lois, c'est simplement pour les exploiter à son avantage. Après s'être fait dispenser de service militaire, grâce encore une fois au contact de son père, Roy Cohn débute sa carrière d'avocat en 1947. When were you admitted to the bar? I was admitted to the bar in 1948. 5 years. 5 years. 5 years ago. 21 years ago. Yes. Son premier coup d'éclat vient à 23 ans seulement, quand il se positionne comme procureur dans l'affaire Rosenberg. New York, and Julius Rosenberg arrives at the federal court to receive sentence for betraying his country's atomic secrets to Soviet Russia. Ces 2 époux juifs sont accusés d'espionnage au profit de l'Union soviétique. L'histoire fait la une de tous les journaux dans un pays alors plongé dans la chasse aux rouges. Roy Cohn manipule les protagonistes, met la pression sur les juges, falsifie les preuves, il fait même mentir le frère de l'accusé pour faire condamner à mort Ethel et Julius Rosenberg. Un vrai salopard, je vous l'avais dit. Si j'avais pu, j'aurais moi-même appuyé sur l'interrupteur de la chaise. I think if these people are made to understand that like any other criminals, when they violate our laws, they will be punished, that will have a strong deterrent effect. Les Rosenberg sont condamnés à mort dans des circonstances très douteuses. Mais Roy Cohn se vante toute sa vie d'être celui qui a mis le couple sur la chaise électrique. Déjà, on peut comprendre que l'homme est assez tordu de la tête. Even if there are only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. We believe that the free world is going to win the Cold War and win this fight by one thing, the truth. Communists are dedicated to the overthrow of the United States, who are dedicated to wiping the United States off the face of the earth and substituting the freedom we have in America
for the spiritual and mental enslavement you have in the Soviet Union. Devenu célèbre, Cohn se lie d'amitié avec Edgar Hoover, le puissant patron du FBI, et Joseph McCarthy, le fameux sénateur anticommuniste. À eux trois, ils vont mettre en place une gigantesque chasse aux communistes et aux homosexuels dans l'administration américaine. Faut dire que les homosexuels, Roy Cohn les connaissait bien. Et oui, c'est à cette période que commencent les premières rumeurs sur ses propres penchants pour les hommes. Mais à un moment donné, la chasse aux communistes commence quand même à durer un peu trop longtemps. Faut dire que les accusations relèvent plus de l'obsession que de la réalité. Alors, juste comme ça, le trio tombe en disgrâce. Et le Sénat met un terme à leur mission. McCarthy meurt en 1957 d'une cirrhose, et Roy dira dans ses mémoires « J'étais le seul symbole de l'incarnation du mal qu'il restait à malmener ». Here's Roy Cohn, who appeared recently on the cover of Esquire magazine. And the title of that article, as I recall, sir, was The Legal Executioner. Yeah. And went on to say that you are really a tough man and that at times you can... Tough, mean, vicious. So on. What does that kind of publicity do for your business in New York? It's fantastic. The worse the adjectives, the better it is for business. What are they looking for? What are they buying? Scare value. Going back over a period of years, when I call somebody or write a letter or something like that, this is supposed to make them tremble and think unless they act promptly and reasonably that all sorts of terrible consequences are going to flow. Ah ouais, le mal, il aime ça. Plus c'est scandaleux, plus il exulte. À 27 ans, on peut dire qu'il est déjà un des hommes les plus controversés des États-Unis. Et ça, c'est que le début pour Roy Cohn. L'avocat se lance à son compte et ouvre un cabinet privé à New York. Il défend la mafia, des prêtres, le milliardaire Rupert Murdoch. Il fréquente la jet set, Andy Warhol, Frank Sinatra. Rien ne l'arrête, rien ne lui fait peur. Any more than I pass a moral judgment on anybody else, because that's for the Almighty to do. Ah, et d'ailleurs, il ne paye quasiment aucun impôt, en mettant tout au nom du cabinet. Il sait bien qu'aucun procureur n'osera fouiller dans ses papiers. Sa doctrine ? Je ne veux pas savoir ce que dit la loi, je veux savoir qui est le juge. Un bon salaud. Sa rivalité avec les Kennedy, dont le paternel est un antisémite notoire, n'a pas d'égal que son ego. Il ira même jusqu'à vouloir se battre avec Robert Kennedy dans les couloirs du Congrès. Sauf qu'en 1961... In July, when the Democratic Party nominated Senator John F. Kennedy for President of the United States. Mais mauvaise nouvelle pour Cohn. JFK est élu président et Robert devient son ministre de la Justice. Son pire cauchemar. Le voilà donc à la merci de son ennemi juré. Et malheureusement pour lui, ce dernier veut mener une véritable vendetta contre Roy Cohn. Extorsion, chantage, complot, fraude, entrave à la justice. Il y a de quoi faire avec lui. Cohn risque alors jusqu'à 45 ans de prison. Mais la chance lui sourit. En 1963, c'est le choc. JFK est assassiné à Dallas. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le pays pleure, mais Roy Cohn, lui, jubile. Et oui, il a acquitté 3 fois. Pour y arriver, une plaidoirie mémorable, patriotique de 7 heures, époustouflante, où il ira même jusqu'à faire pleurer un membre du jury. Oui, il est définitivement intouchable. À 40 ans, sa mère bien-aimée décède. Il quitte enfin le domicile familial pour un magnifique 33 pièces à 2,5 millions de dollars. Roy Cohn n'a même pas d'enfant. Donc, 33 pièces, je sais pas trop c'est pourquoi faire. Ah mais attention, officiellement, c'est son cabinet. Officieusement, c'est son domicile. Pour ne pas payer d'impôts, oui, mais c'est surtout sa garçonnière pour des soirées débridées avec des hommes virils rencontrés au Studio 54. Il ne fait pas de doute que Roy Cohn était homosexuel. Mais dans la vie de tous les jours, il est violemment homophobe. Voici un échange avec une association homosexuelle qui le sollicite pour la défense d'un enseignant victime de discrimination. Êtes-vous intéressé par cette affaire ? Évidemment que je le suis. Pensez-vous qu'il sera possible d'obtenir gain de cause, maître ? Absolument. Nous sommes prêts à payer vos émoluments. Pour une affaire d'intérêt public, je ne prends pas d'honoraires. Nous sommes vraiment ravis de vous entendre dire ça. Je crois surtout que les homosexuels sont une grave menace. Si j'ai la chance d'être appelé par le ministère public pour défendre notre pays, je vous verrai à l'audience. Maintenant qu'il s'est entouré des puissants et des politiques, l'avocat rêve d'accomplir son destin de pouvoir. Mais lui, il préfère être dans l'ombre. Il faut donc quelqu'un
pour prendre la lumière. Vous commencez un peu à comprendre le personnage. Benson Ford, neveu d'Henry Ford, dira de lui. I hired Roy Cohn because he's a tough son of a bitch. I would do anything to get my client to win. Yes, I would. That's my job. There isn't anything I would not do because I believe there's only one answer in an adversary profession like law, and that is winning. New York City, 1973. Roy Cohn est attablé dans un club de la 55e rue. Une soirée tout à fait ordinaire, avant qu'une rencontre change sa vie. Cohn est abordé par un jeune héritier qui n'a encore rien prouvé. Grand, blond, charismatique, Donald Trump est l'homme qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais. You say you didn't say that you want to be worth $1 billion. No, I really don't. I just want to keep busy and keep active. Trump, il vient pas que pour papoter. Il demande à Cohn de représenter sa famille dans un conflit avec le gouvernement qui leur réclame $100 millions. And he said, listen, I've spent 2 days with these establishment law firms about a case we have. It was a civil rights case or something, and they're all telling us, give up, do this, sign a decree, and all of that. He says, I followed your career, and you're a little bit crazy like I am, and you stand up to the establishment. Can I come see you? And I said, sure. Cohn décide de l'aider, mais surtout de le faire à son image. Impitoyable, manipulateur, menteur, sans pitié. Trump et Cohn deviennent très vite proches au point de s'appeler 20 fois par jour. Et à l'époque, les forfaits sont pas illimités. Merci Free. C'est l'avocat qui rédige même le contrat de mariage avec Ivana, incluant une clause lui obligeant de rendre les bijoux et les cadeaux en cas de divorce. On a connu plus classe. À la fin des années 70, le magazine Esquire titre « Don't mess with Roy Cohn ». On peut y lire « Les clients qui veulent tuer leur mari, torturer un associé, casser les jambes de l'administration, engagent Roy Cohn. Il est un bourreau du droit, le plus dur, le plus méchant, le plus loyal, le plus vil et l'un des plus brillants avocats d'Amérique. » You will get very few people to praise or even defend Roy Cohn. Many, if not most, regard him as something of a snake. He's been tried 3 times on criminal charges that could have put him away for years. But he was acquitted each time. That's helped his reputation that if you're in trouble, get Roy Cohn. I leave everything in your hands because you know what the article says. You never mess with Roy Cohn. As long as a few people believe it. Cohn continue à aider Trump, cette fois-ci dans le monde des affaires. C'est lui qui le conseille et lui donne les clés pour se constituer un empire immobilier. Quand on s'oppose à la construction de la Trump Tower, Cohn fait jouer tous ses contacts. Pour faire pression, il ira même jusqu'à faire miroiter la rumeur d'une fortune imaginaire de Donald Trump. Sans Roy Cohn, pas de Trump Tower. Tout en représentant Trump, Cohn représentait aussi le mafieux Anthony Salerno. Avec d'autres membres de la pègre, Salerno contrôlait les syndicats du béton à New York. Cohn aurait présenté le mafieux à Trump, et Salerno l'aurait ensuite aidé dans la construction de la Trump Tower en lui fournissant du béton à prix réduit. Roy Cohn prophétise un jour. Donald est l'un des hommes les plus importants du pays. Il ira toujours plus haut jusqu'au sommet du monde. Roy sait qu'il ne sera jamais président, mais Trump pourrait l'être à sa place. Il est le créateur, Donald, la créature. Mounting from New York and going upward is going to touch the rest of this country and good parts of the world. Donald just wants to be the biggest winner of all. Dans les années 80, certainement à force de soirées débridées, Roy tombe malade. C'est le VIH. I think you can see me, I think you can see and the audience can. I ain't dying from nothing to start with, number one. Right. Number two, you asked me categorically and I tell you categorically, I do not have AIDS. Niant jusqu'au bout être atteint par cette maladie, alors vue comme honteuse, il dit qu'il a un cancer du foie et continue de sauver les apparences. Mais il sait que son temps est compté et son état physique se dégrade rapidement malgré les traitements expérimentaux. Quand Trump comprend ce qui lui arrive, il l'abandonne. Il n'aime pas les faibles et c'est Roy qui le lui a enseigné. Il ne viendra même pas au dernier réveillon de la Saint-Sylvestre qu'il a organisé chez lui. En 1986, peu de temps avant la mort de Cohn, Trump organise un dîner où il convie son mentor à Mar-a-Lago. Avant son entrée à la Maison-Blanche, il se remémorera cette soirée. Il racontera sur un ton léger la fortune dépensée pour désinfecter la vaisselle de Roy Cohn. Quel salaud! Cohn est mal au point et les temps ont changé. Désormais, un coup de fil ne peut plus toujours le sortir d'affaire.
les casseroles le rattrapent. Il finit carrément radié du barreau de New York. C'est un coup fatal pour Cohn. Il est dévasté et pour la première fois verse des larmes de crocodile. Il décède le 2 août 1986 à seulement 59 ans. Trump se fera discret à la cérémonie, presque indifférent à la fin tragique de son mentor. Selon Roger Stone, conseiller de longue date de Donald Trump, l'objectif absolu de Cohn était de mourir complètement ruiné et endetté envers le fisc. Et il y est parvenu. Bien des années plus tard, en 2016, Donald Trump sera élu président des États-Unis à la surprise générale. Sauf pour Roy Cohn, il l'avait prévu. Et on peut croire que son fantôme erre dans le bureau ovale. Ironie de l'histoire, lorsque l'homme orange sera lui-même empêtré dans des affaires judiciaires, lâché par beaucoup, il hurlera dans la Maison Blanche cette phrase rendue célèbre par le New York Times. « Where is my Roy Cohn ?» Et voilà pour le récit du jour. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Croyez-moi, j'ai des histoires bien croustillantes dans les cartons, rien que pour vous. Allez, bonne nuit à tous.